J'avais passé une assez bonne journée, je me suis fait coiffer au salon du centre-ville, rien de fantaisiste, juste une coupe et quelques dégradés pour encadrer mon visage. Je repoussais ce rendez-vous depuis des semaines à cause du travail, mais j'ai finalement réussi à trouver un créneau. En sortant, je me sentais comme une femme nouvelle, malgré les nuages gris qui menacèrent d'apporter plus de neige. Je m'appelle Monique, j'ai 30 ans et je travaille comme chef de projet dans une agence de marketing. Ce n'est pas le métier, le plus glamour du monde, mais ça paie les factures et je suis douée pour ça. Je vis seule dans un modeste appartement d'une pièce dans l'est de la ville. Ma situation familiale? C'est compliqué. J'ai une sœur aînée, Delphine. Elle a 35 ans, mariée à Grégoire. Et ils ont un fils, Théo, 6 ans. Un vrai petit monstre. Delphine a toujours été l'enfant prodige de notre famille. Mes parents, Robert et Hélène, n'ont jamais essayé de cacher qu'ils la favorisaient. En grandissant, elle avait la plus grande chambre, les meilleurs cadeaux de Noël et toute l'attention. Je m'y suis habituée, même si parfois, ça fait encore mal. Bref, revenons à cette journée d'hiver. Je marchais en rentrant du salon, admirant mon reflet dans les vitrines des magasins. Les trottoirs étaient glissants à cause de la neige, fondue, mais je n'y prêtais pas vraiment attention. Grosse erreur. Une seconde, j'étais debout. La suivante, j'étais en l'air. Mes pieds ont glissé sous moi et je suis tombée lourdement sur mon côté droit. La douleur a été immédiate et intense. Mon Dieu, ça va? Une femme s'est précipitée vers moi, le visage plissé d'inquiétude. J'ai essayé de me lever, mais dès que j'ai mis du poids sur ma jambe droite, une douleur fulgurante m'a traversée. Je crois que je me suis fait mal à la jambe, ai-je soufflé. Ne bougez pas, a dit un homme qui s'était également arrêté pour aider. Je pense que c'est peut-être cassé. La femme s'est présentée comme Lisa et l'homme comme son mari, David. Ils m'ont proposé de m'emmener à l'hôpital, ce qui était une bénédiction car il n'y avait aucun moyen que je puisse marcher ou même boitiller pour prendre un bus. À l'hôpital, ils ont fait des radiographies immédiatement. Le médecin a confirmé ce que je soupçonnais déjà, une fracture nette du tibia, juste sous le genou. « Vous allez avoir besoin d'un plâtre », m'a-t-il dit en me montrant la radiographie. « Et vous serez immobilisé pendant environ 6 à 8 semaines. » Ils ont d'abord mis une attelle, puis le plâtre. Tout le processus était inconfortable, mais ils m'ont donné des analgésiques qui ont atténué la douleur. Quand ils ont terminé, j'ai regardé mon nouvel accessoire blanc et j'ai soupiré. Ça allait compliquer les choses. L'hôpital a organisé un taxi pour me ramener chez moi. Monter au 3e étage de mon immeuble a été un défi avec les béquilles qu'il m'avait données, mais j'ai fini par y arriver, en sueur et épuisée. La première chose que j'ai faite en entrant a été d'appeler mon travail. « Monique, que s'est-il passé ?» a demandé ma patronne, Sophie, quand je lui ai expliqué la situation. J'ai glissé sur de la glace, je me suis cassé la jambe, ai-je dit, essayant de paraître plus joyeuse que je ne l'étais. Le médecin dit que je serai hors circuit pendant un moment. « Ne t'inquiète pas pour le projet Jenkins », m'a rassurée Sophie. « On va s'en occuper. Concentre-toi sur ta guérison. » C'était un soulagement. Au moins le travail ne serait pas un problème. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de mon appartement et réalisé à quel point les prochaines semaines allaient être difficiles. Tout semblait soudain loin et inaccessible. Même me servir un verre d'eau était une épreuve, en équilibre sur une jambe, tout en essayant de ne pas tomber. J'ai essayé de me préparer à dîner, mais rester debout devant la cuisinière était épuisant. J'ai fini par manger quelques crackers et du fromage avant de m'effondrer sur le canapé. C'est alors que je me suis souvenu que je devrais probablement informer mes parents de ce qui s'était passé. Je les ai appelés, mais personne n'a répondu. Typique. J'ai envoyé un texto à la place. « Salut. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai glissé sur de la glace aujourd'hui et me suis cassé la jambe. Je vais avoir un plâtre pendant 6 à 8 semaines. » Je n'attendais pas grand-chose comme réponse. Mes parents n'ont jamais été du genre attentionné, du moins pas avec moi, mais je sentais que je devais les informer. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une réponse de ma mère. « Monique, tu es toujours si inattentive et maladroite. C'est ce qui arrive quand tu ne regardes pas où tu vas. Nous ne pouvons pas te rendre visite maintenant parce que nous sommes occupés.
avec les rénovations de la maison de Delphine. Essaie d'être plus prudente la prochaine fois. Pas de « ça va », pas de « tu as besoin de quelque chose », juste des reproches et des excuses. J'ai jeté mon téléphone, luttant contre les larmes. Je ne sais pas pourquoi j'attendais autre chose. Ils avaient toujours été comme ça. Froids, méprisants, prompts à critiquer. Pourtant, ça faisait mal à chaque fois. J'ai boitillé jusqu'à la salle de bain, me suis brossé les dents et j'ai réussi tant bien que mal à me préparer pour le lit. Allongée là, fixant le plafond, j'ai essayé de bannir les pensées désagréables sur ma famille. Demain serait un autre jour, et je trouverais comment me débrouiller. Je l'ai toujours fait. Je me suis réveillée le lendemain matin au son insistant de mon téléphone. Ma jambe palpitait malgré les analgésiques, et j'ai tâtonné pour attraper mon téléphone sur la table de nuit. C'était Delphine. Génial, juste ce dont j'avais besoin. Elle n'a même pas pris la peine de me saluer. « Monique, notre maison est en rénovation, alors je t'amène Théo aujourd'hui. » J'ai cligné des yeux, encore à moitié endormie. « Delphine, je me suis cassé la jambe hier. Je suis plâtrée. » J'ai bougé douloureusement dans le lit, essayant de m'asseoir. Oui, maman a mentionné quelque chose à ce sujet. Son ton dédaigneux m'a fait bouillir le sang. « Mais ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de 2 bonnes jambes pour garder un enfant. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Tu es sérieuse là ? J'arrive à peine à me déplacer dans mon appartement. » Ne sois pas si dramatique. Personne ne te demande de jouer au foot avec lui. Juste de rester assise avec lui, de le divertir, de lui cuisiner ses repas. Tu sais qu'il ne mange que des plats faits maison. Cuisiner ? J'ai presque crié. Delphine, je ne peux pas rester debout devant la cuisinière. C'est douloureux juste d'aller aux toilettes. L'anesthésie s'est dissipée et ma jambe me fait un mal de chien. Mon Dieu, tu es tellement égoïste, a-t-elle craché avant de raccrocher. J'ai fixé le téléphone, incrédule. C'était bas, même pour Delphine. Elle savait que je gardais régulièrement Théo pour elle. La dernière fois qu'il était ici, il avait dessiné sur tout mon mur du salon avec des marqueurs permanents, vidé une bouteille de liquide vaisselle sur mon sol de cuisine pour le rendre glissant, comme de la glace, et essayé de jeter mes bijoux dans les toilettes pour voir s'ils disparaîtraient. Et c'était quand j'avais 2 jambes valides pour lui courir après. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. « Monique », a-t-elle commencé avec sa voix réprobatrice, celle qu'elle avait utilisée tout au long de mon enfance. « Comment peux-tu refuser d'aider ta sœur ? Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de Théo. » Je l'ai coupé. « Maman, tu t'entends ? Je suis à la maison avec une jambe cassée. Je ne peux physiquement pas courir après un enfant de 6 ans en ce moment. Tu cherches juste des excuses. Tu es parfaitement capable de surveiller un petit garçon, jambe cassée ou pas. J'étais trop fatiguée et j'avais trop mal pour ça. Maman, je suis hors service pour au moins 1 mois. S'il te plaît, ne m'appelle plus avec ces demandes. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de calme. En utilisant mes béquilles, j'ai boitillé jusqu'à la cuisine. Il m'a fallu près de 20 minutes pour me faire un chocolat chaud. En le sirotant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir triste. Pas une seule fois, ils ne m'avaient demandé comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose. Ils appelaient seulement quand ils voulaient quelque chose de moi. Ce soir-là, ma sonnetta retentit. Je me suis dirigée lentement vers la porte, m'attendant à trouver Delphine avec Théo, prête à forcer la situation. Au lieu de cela, j'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes amies Rachel et Julie. J'ai ouvert la porte, confuse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Rachel a mis ses mains sur ses hanches. « On vient d'apprendre par Sophie au travail que tu t'es cassé la jambe hier. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je me suis sentie soudain embarrassée. Je ne voulais pas vous embêter avec mes problèmes. « Nous embêter ?» Julie semblait outrée. « Nous sommes tes amis, Monique. C'est pour ça qu'on est là. » Pendant 1 seconde, j'ai craint qu'elle soit vraiment en colère, mais j'ai vu un sourire tirer les lèvres de Rachel. Elles sont entrées rapidement, les bras chargés de sacs, d'épicerie. « On t'a apporté assez de nourriture pour tenir 1 semaine.
a annoncé Julie en se dirigeant vers ma cuisine. Tout est prêt à manger ou n'a besoin que d'être réchauffé. J'étais sans voix en les regardant décharger des contenants de soupe, des plats mijotés, des sandwichs et des salades dans mon frigo. « Vous n'aviez pas à faire ça », ai-je finalement réussi à dire, la gorge serrée par l'émotion. « Tais-toi et assieds-toi », a ordonné Rachel, bien que son ton était doux. « On va aussi nettoyer ton appartement. » Alors je me suis assise sur le canapé, la jambe surélevée, pendant qu'elle passait à l'aspirateur, dépoussiérait et nettoyait ma salle de bain. Après, nous avons commandé une pizza et regardé un film ensemble. C'était la meilleure soirée que j'avais passée depuis longtemps. Quand elles sont parties vers minuit, Rachel m'a serré dans ses bras avec précaution. « Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Sérieusement, n'importe quoi. »« On le pense vraiment », a ajouté Julie. « Ne joue pas les héroïnes. » Après leur départ, assise dans mon appartement propre, entourée de leur prévenance, j'ai réalisé quelque chose. Mes amis étaient plus une famille pour moi que ma vraie famille ne l'avait jamais été. La semaine suivante a passé lentement. Ma jambe guérissait, mais je ne pouvais toujours pas marcher correctement, même dans la maison. Je devenais toutefois plus adroite avec les béquilles, bien que je fasse tomber beaucoup de choses et me frustre facilement. Mon travail avait été compréhensif, me laissant faire ce que je pouvais depuis chez moi. Mes amis passaient régulièrement, parfois apportant de la nourriture ou juste s'arrêtant pour me tenir compagnie. Ma sœur et mes parents n'avaient pas rappelé, ce qui était un soulagement. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Puis, exactement une semaine après le premier appel de ma sœur, mon téléphone a sonné avec son numéro. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Salut, Monique. » Elle semblait joyeuse, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. « Delphine, » ai-je dit, neutre. « Grégoire et moi célébrons notre 10e anniversaire de mariage la semaine prochaine. » s'est-elle exclamée. « Nous avons décidé d'aller aux Maldives pour 2 semaines. N'est-ce pas incroyable ? Félicitations !» ai-je marmonné, incertaine de pourquoi elle me racontait ça. Ça a l'air vraiment bien. Oui, ça va être extraordinaire. Bref, nous partons dimanche et nous avons décidé de ne pas nous embêter avec une baby-sitter puisque tu es à la maison de toute façon. Tu peux garder Théo pendant les 2 semaines où nous serons absents. J'ai failli lâcher le téléphone. Quoi ? Delphine, j'ai toujours une jambe cassée. Je ne suis pas à la maison de toute façon. Je me remets d'une blessure grave. Oh, allez, ça fait quoi 2 semaines ? Tu vas bien. Théo n'est pas un bébé, il a juste besoin de repas, d'un peu de divertissement et d'un endroit pour dormir. Non, ai-je dit fermement. Je ne peux pas le faire, je suis désolée. Mais je ne peux physiquement pas m'occuper d'un enfant de 6 ans en ce moment, surtout pas pendant 2 semaines entières. Elle a explosé. Espèce d'égoïste, tu es juste allongée à ne rien faire alors que j'ai besoin d'aide. Tu as toujours été paresseuse, mais c'est un nouveau niveau. Même pour toi. J'étais choquée par son venin. Delphine, je me suis littéralement cassé la jambe. Pourquoi papa et maman ne peuvent pas le garder ? Ils supervisent la rénovation de notre maison, a-t-elle aboyé. Ils ne peuvent pas s'occuper de Théo en même temps. Les pièces se sont mises en place. La rénovation était plus importante que moi, leur fille blessée, et maintenant elle était plus importante que leur petit-fils aussi. Tout avait un sens maintenant. Je suis désolée, Delphine, mais je ne peux pas t'aider. Ai-je dit fermement. Tu devras trouver quelqu'un d'autre. Tu ruines tout, a-t-elle crié. Nous avons déjà acheté les forfaits. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Presque immédiatement, mon téléphone a vibré avec des messages de sa part. Tu vas ruiner notre voyage d'anniversaire. On ne peut pas se faire rembourser si tard. Pourquoi es-tu si égoïste ? Je n'ai répondu à aucun. Qu'y avait-il à dire ? Elle n'écoutait pas la raison. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai décidé d'en finir. Allô ? Monique ? La voix de ma mère était stridente de colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ? Faire quoi exactement ? Refuser de garder son enfant alors que je suis blessée ? Tu sabotes son voyage d'anniversaire avec ta paresse. J'ai senti ma colère monter.
Ce n'est pas de la paresse, maman. C'est une jambe cassée. Même avec une jambe cassée, tu devrais aider ta famille. A-t-elle insisté. La famille passe d'abord. C'était riche venant d'elle. Vraiment ? C'est pour ça qu'aucun de vous n'a pris de mes nouvelles depuis que je me suis cassé la jambe ? C'est pour ça que personne ne m'a proposé de l'aide ? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout. Ce sont tes problèmes, a-t-elle finalement dit, sa voix froide. Eh bien, le voyage de Delphine et l'enfant de Delphine sont ses problèmes, ai-je répliqué. Pas les miens. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Les jours suivants ont été délicieusement calmes. Pas d'appel de ma famille, pas de message. J'ai commencé à penser qu'ils avaient enfin compris le message. J'avais tort. Samedi matin, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne et mes amis envoyaient généralement un message avant de passer. Utilisant ma béquille, je me suis dirigée lentement vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est serré. Là se tenaient Delphine, Grégoire et Théo. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps et ma béquille. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Delphine a souri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Elle a posé ses mains sur les épaules de Théo et l'a légèrement poussé en avant. On dépose Théo. Notre vol part demain matin et nous avons quelques achats de dernière minute à faire. Je les ai regardés, incrédule. Je t'ai dit que je ne pouvais pas le garder. Grégoire a fait un pas en avant. Écoute, Monique, c'est juste pour 2 semaines. On a vraiment besoin de cette pause. Et j'ai vraiment besoin de me remettre de ma jambe cassée, ai-je répliqué. Je suis désolée, mais non. Le visage de Delphine s'est durci. Tu es ridicule. Ce n'est qu'une jambe. J'ai désigné mon plâtre. Une jambe cassée, Delphine. J'arrive à peine à prendre soin de moi-même. Vous devez trouver quelqu'un d'autre. Le visage de Delphine est devenu rouge. On n'a personne d'autre. Papa et maman sont occupés avec notre rénovation. Ce n'est pas mon problème, ai-je répété, et j'ai commencé à fermer la porte. Grégoire a mis son pied pour bloquer. Tu ne peux pas juste nous laisser en plan comme ça. Je ne vous laisse pas en plan. Je dis non à une demande déraisonnable. Delphine a soudainement pris un air calculateur. Très bien, on va juste laisser Théo ici dans le couloir. Tu ne pourras pas le laisser dehors. J'ai ressenti un éclair de colère. Si vous abandonnez votre enfant sur mon palier, j'appellerai la police. Ils prennent l'abandon d'enfant très au sérieux. Vous pourriez perdre la garde. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Tu n'oserais pas. Essaie pour voir, ai-je dit, gardant ma voix égale. Je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne peux pas m'occuper de lui. Si vous le laissez quand même, c'est un abandon. Théo a commencé à avoir l'air effrayé, serrant son sac à dos dinosaure fermement. « Tu ruines tout !» a crié Delphine, des larmes jaillissant dans ses yeux. « Notre anniversaire, notre voyage. Je refuse d'être manipulée. C'est vous qui avez planifié un voyage sans assurer la garde de votre enfant. C'est votre responsabilité, pas la mienne. » Sur ce, j'ai claqué la porte. J'ai entendu Delphine hurler de rage depuis le couloir. « Espèce d'idiote !» a-t-elle crié, donnant un coup de pied à ma porte fermée assez fort pour la faire trembler. Je pouvais entendre Théo commencer à pleurer face à l'éclat de sa mère. « Tu le regretteras. » J'ai regardé par le Judas alors qu'il s'éloignait dans le couloir. Théo luttant pour suivre le rythme furieux de sa mère. Quand il fut reparti, je me suis adossée à la porte, le cœur battant. Je n'avais jamais tenu tête à ma sœur. Comme ça, j'ai boitillé jusqu'à la cuisine et me suis fait un chocolat chaud pour calmer mes nerfs. Mes mains tremblaient en remuant les marshmallows. 1 heure plus tard, mon téléphone a recommencé à sonner. Ma mère. Je l'ai ignorée. Puis mon père. Je l'ai ignoré aussi. Puis une série de messages des deux que je n'ai pas lus. Finalement, un long message de ma mère est apparu. « Monique, tu es une fille terrible. Ta sœur est dévastée par ton égoïsme. Ils ont décidé de partir en vacances quand même, et nous ont laissé Théo. Maintenant, nous sommes obligés de suspendre les rénovations de la maison de ta sœur parce que nous devons nous occuper de notre petit-fils. Tout ça à cause de toi et de ton égoïsme. À partir de ce jour, nous ne voulons plus aucun contact avec toi. Tu ne fais plus partie de cette famille.
J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai laissé échapper un rire qui m'a surprise moi-même. Ils me coupèrent les ponts. C'était censé être une punition. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Sans hésitation, j'ai bloqué tous leurs numéros. Ma mère, mon père, Delphine et Grégoire. C'était étonnamment facile d'appuyer sur ce bouton de blocage, comme enlever une tumeur qui grandissait depuis des années. Le week-end suivant, j'ai reçu un appel de ma tante Lucie, la sœur de ma mère. Nous avions toujours été proches, mais nous ne parlions pas souvent car elle vivait à l'autre bout du pays. « Monique, ma chérie, je viens d'entendre par ta mère que vous ne vous parlez plus. Elle dit que tu as été très égoïste. » J'ai soupiré. Laisse-moi deviner. Elle n'a pas mentionné que je me suis cassé la jambe et que personne de la famille n'est venu voir comment j'allais? Il y a eu une pause. Tu t'es cassé la jambe? Quand? Je lui ai tout raconté. L'accident, les réponses méprisantes de mes parents, les exigences de Delphine pour garder son fils, et finalement la confrontation à ma porte. « Oh Monique, a dit tante Lucie quand j'ai terminé. Je suis tellement... Désolée. Ta mère a juste dit à tout le monde que tu avais refusé d'aider ta sœur sans raison. Ça met les choses sous un jour bien différent. » Je m'en doutais. Ai-je dit, pas vraiment surprise. Je vais m'assurer que le reste de la famille sache ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle promis. Pas que tu doives t'inquiéter de ce qu'ils pensent, mais je ne supporte pas l'idée que ta mère répande des mensonges sur toi. Merci, tante Lucie. J'apprécie. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon à regarder le coucher du soleil. J'ai réfléchi aux 2 derniers mois et à tout ce qui avait changé. Oui, je m'étais cassé la jambe, mais d'une certaine façon, cet accident m'avait libérée. Il m'avait montré qui tenait vraiment à moi et qui ne tenait pas à moi. Après ma conversation avec tante Lucie, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Pas que je me soucie beaucoup de ce que la famille élargie pensait, mais c'était agréable de savoir que quelqu'un prenait ma défense. Les semaines ont passé et ma guérison a continué régulièrement. La kinésithérapie avec Marc est devenue le point fort de ma semaine. Il me poussait juste assez pour faire des progrès sans en faire trop. À la fin du 2e mois après l'accident, je marchais avec seulement un léger boitement. Le médecin a dit que je pouvais retourner au travail, bien que je devrais encore faire attention dans les escaliers. Mon premier jour de retour au bureau a été étonnamment émouvant. Mon bureau était décoré de panneaux « Bon retour » et Sophie avait organisé une petite fête avec un gâteau sur lequel était écrit « Bon retour, la sauterelle » en glaçage bleu. « Tu nous as manqué » a dit Julie en me donnant une douce étreinte. Rachel m'a tendu un café. Cet endroit n'était pas le même sans toi qui te plaint du café de la salle de pause. J'ai ri. Eh bien, il est toujours aussi terrible. Reprendre. Ma routine de travail m'a fait du bien. Le projet Jenkins avait été achevé sans moi. Mais de nouveaux défis m'attendaient, et j'étais impatiente de m'y plonger. Rester à la maison pendant des semaines m'avait fait réaliser à quel point j'aimais vraiment mon travail. Quelques jours après mon retour au travail, j'ai reçu un texto de tante Lucie. « Je viens de déjeuner avec ta cousine Emma. J'ai rétabli la vérité sur tout. Elle t'envoie son amour et dit de l'appeler un de ces jours. » D'autres messages comme celui-là sont arrivés au cours des semaines suivantes, divers parents me contactant, s'excusant d'avoir cru l'histoire de mes parents, m'offrant leur soutien. C'était agréable, mais aussi étrange. C'étaient des personnes que je voyais peut-être une fois tous les quelques années lors de réunions de famille. Leurs opinions, bien qu'appréciées, ne changeaient pas vraiment ma vie quotidienne. Ce qui comptait, c'étaient les amis qui étaient là quand j'avais besoin d'eux. Rachel et Julie avaient été mes piliers, mais d'autres avaient aussi été présents. Mon voisin, Monsieur Chen, avait commencé à m'apporter des courses une fois par semaine. Mon amie d'université, Amélie, qui vivait de l'autre côté de la ville, m'avait envoyé des colis de soins. Même mon barista du café local m'avait réservé mon muffin préféré quand j'avais enfin réussi à y aller en boitillant. Un soir, environ 3 mois après l'accident, je dînais avec Rachel et Julie chez moi quand Rachel a demandé « As-tu eu des nouvelles de tes parents ou de ta sœur ?» J'ai secoué la tête. Pas depuis que j'ai bloqué leur numéro. Tante, Lucie dit qu'il continue à dire du mal de moi à qui veut l'entendre. Ça te dérange ? A demandé doucement Julie.
J'y ai réfléchi. Honnêtement, pas autant que je l'aurais cru. C'est comme si, une fois que j'ai accepté qu'ils ne changeront jamais, ça a cessé de faire aussi mal. Rachel a levé son verre. Aux membres toxiques de la famille, qu'ils restent bloqués pour toujours. Nous avons toutes ri et trinqué. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis tenue sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. Ma jambe guérissait bien, ne me donnant des problèmes que lorsque je me poussais trop fort ou quand la pluie arrivait. La douleur physique s'estompait et, étonnamment, la douleur émotionnelle aussi. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'amour et l'approbation de ma famille. Je gardais Théo chaque fois que Delphine le demandait. J'écoutais les critiques. De ma mère sans me plaindre, j'acceptais que je serais toujours seconde par rapport à ma sœur. La jambe cassée m'avait forcé à dire non pour une fois, et cela avait tout changé. Alors que le printemps cédait la place à l'été, je me suis retrouvée à embrasser ma nouvelle liberté. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait, le mercredi soir, quelque chose que je n'aurais jamais pu faire quand j'étais à la disposition de Delphine pour garder son fils. Je me suis inscrite à un cours de cuisine le week-end, j'ai recommencé à sortir avec des hommes, et j'ai même planifié un voyage en solo sur la côte pour l'automne. Occasionnellement, je pensais à Théo. Ce n'était qu'un enfant pris au milieu de tout ça. J'espérais que mes parents étaient au moins gentils avec lui pendant qu'ils le gardaient. Peut-être qu'un jour, quand il serait plus grand, nous pourrions avoir une relation séparée de ses parents. J'aimerais bien ça. Un samedi matin de juillet, presque 6 mois après mon accident, j'étais au marché fermier quand j'ai cru apercevoir Delphine dans la foule. Mon cœur s'est accéléré un moment, mais puis la femme s'est retournée, et ce n'était pas elle. J'ai été surprise de réaliser que je me sentais déçue. Une petite partie de moi avait espéré que c'était elle, que peut-être elle avait changé, qu'elle voulait s'excuser. Mais c'était peu probable. Des gens comme ma sœur et mes parents admettaient rarement qu'ils avaient tort. Ils iraient probablement jusqu'à la tombe, en croyant que j'étais l'égoïste qui leur avait fait du tort. Et c'était bien ainsi. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'ils pensaient ou disaient de moi. Je ne pouvais contrôler que mes propres actions et choix. Ce soir-là, j'ai retrouvé des amis pour dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. En regardant autour de la table ces personnes qui tenaient sincèrement à moi, qui étaient présentes quand j'avais besoin d'elles, qui respectaient mes limites, qui m'aimaient pour qui j'étais, je me suis sentie vraiment reconnaissante. 2. Semaines plus tard, tante Lucie a appelé avec des nouvelles. Ta mère raconte aux gens que tu l'as contactée en suppliant une réconciliation, mais qu'elle a refusé. J'ai ri. C'est créatif. Je n'ai pas débloqué leur numéro. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Comment vas-tu vraiment ? Je vais bien, ai-je dit, réalisant que je le pensais. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Après avoir raccroché, je me suis fait un chocolat chaud, toujours ma boisson réconfortante préférée, et je me suis installée sur le canapé avec un livre. Ma jambe était presque complètement guérie maintenant, avec seulement une raideur occasionnelle. La vie n'était pas parfaite. Le travail était parfois stressant, les rencontres avaient leur haut et leur bas, et mon appartement avait toujours besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais en paix. Je n'attendais pas un appel téléphonique exigeant mon temps, je ne me préparais pas à des critiques, je ne me faisais pas plus petite pour éviter de faire des vagues. J'étais juste Monique, imparfaite, en guérison, et enfin libre de vivre la vie selon mes propres conditions. Parfois, les pires accidents mènent aux meilleurs résultats. Parfois, il faut se casser pour guérir correctement. Et parfois, la famille qu'on choisit est plus importante que celle dans laquelle on est né. Fin de l'histoire.